Une des parties les plus amusantes de la création d'un jeu vidéo pour moi, c'est la construction du niveau. Placer des assets, définir l'environnement, la lumière, pouvoir voir ma vision se réaliser petit à petit, c'est ce que j'aime le plus. Ceci dit, construire un niveau, c'est pas juste d'aller dans un moteur de jeu comme Unreal ou Unity, puis de placer des maisons un peu partout aléatoirement jusqu'à temps que ça ait l'air de quelque chose. Non. Construire un niveau, c'est un peu comme faire un film ou bâtir une maison même. Tu peux pas juste partir du début, arriver à la fin, puis espérer que ça fonctionne entre-temps. C'est un processus qui est itératif, qui requiert une certaine quantité de planification, puis d'autres étapes à mi-chemin pour se rendre à notre destination finale. Le but, c'est de pouvoir travailler de façon la plus efficace possible en faisant des changements, en étant flexible au fur et à mesure, sans qu'on ait trop d'affaires à régler à la toute fin. Cette capsule, on va voir ensemble les grandes étapes de la construction d'un niveau. On va définir ensemble un vocabulaire commun qu'on peut utiliser lors de la planification des niveaux. On va parler de c'est quoi un blocage de niveau. On va discuter de l'échelle de grandeur et des tailles et de la hauteur de vos niveaux. Et je vais conclure en vous donnant deux petits trucs et astuces qui peuvent être utilisés pour la construction de vos niveaux. Sur ce, bon visionnage! Comme je l'ai mentionné dans l'intro, lors de la conception d'un niveau, c'est bon d'avoir une certaine structure dans notre travail, puis de le réaliser étape par étape. C'est comme au cinéma. On doit faire des documents comme un scénario et un scénarimage avant de pouvoir penser à faire le tournage. Ici, je vais vous décrire certaines grandes étapes, telles que proposées par Adam Kramarczewski et Ennio DeNucci dans leur livre Practical Game Design Second Edition. Ça, c'est la méthode de travail qu'ils proposent eux. Pas tout le monde suit nécessairement le même ordre à la lettre, mais c'est généralement la structure de travail qu'on retrouve un peu partout. Libre à vous de l'adapter selon vos besoins et méthodes de travail. Donc, en premier lieu, lorsqu'on construit un niveau, on réalise ce qu'on appelle un synopsis. Comme le nom l'indique, le synopsis, c'est essentiellement le résumé du niveau, les grandes lignes. Comme je le mentionne dans ma capsule sur le design de niveau, un niveau doit être construit autour d'un concept, d'une prémisse particulière. Dans le synopsis, on cherche à définir cette prémisse-là. Le synopsis peut prendre à peu près n'importe quelle forme, en autant que l'information soit claire et que la réflexion soit faite. Ça peut être un document texte écrit bien normal, ça peut être une série de notes post-it, ça peut même être des mots écrits sur un tableau blanc. Vous seul savez ce qui fonctionne pour vous. Ensuite, une fois l'idée du niveau bien déterminée, on passe à ce qu'on appelle le croquis. Le croquis fait référence en fait à plusieurs petits documents qu'on produit pour planifier le niveau. À cette étape-là, on commence à penser à ce qu'aurait l'air notre niveau. On fait des plans dessinés de vue de haut ou de vue de côté, on fait des mood boards, on va chercher des images de référence d'autres jeux, etc. Certain qu'il est assez difficile à cette étape-ci de s'imaginer exactement comment sera ressenti le niveau dans le jeu. Par contre, c'est important ici de commencer la réflexion sur ce que fera le joueur dans votre niveau. Comme je le décris dans ma capsule L'anatomie d'un niveau, on réfléchit ici sur le chemin critique et la structure du niveau. Qu'est-ce qui va se passer dans le niveau, quand et comment. Lorsque le niveau est bien défini dans votre tête et sur papier, on peut alors passer à un début de production avec l'étape qu'on appelle le blocage. Puisqu'il y a une section entière de cette capsule qui est dédiée à parler du blocage, je vais rester ici maintenant très léger en termes de description. Pour l'instant, sachez simplement que le blocage, c'est une première itération de votre niveau, axée uniquement sur la jouabilité. C'est le début du level design en fait. Une fois le blocage bien démarré, on peut passer à la quatrième étape, la programmation, ou en anglais le scripting. Bon, je pense que le nom est assez descriptif. L'étape de la programmation, c'est l'étape où on s'arrange pour que le jeu fonctionne selon notre concept. On ajoute l'interactivité à notre niveau. Le personnage peut ouvrir les portes, interagir avec les coffres, déclencher les pièges, affronter les ennemis, etc. Comme à l'étape précédente, l'emphase ici est sur la jouabilité, pas sur l'art environnemental. En fait, cette étape-ci se fait un peu main dans la main avec l'étape précédente. On veut voir si le niveau fonctionne et est fun. Une fois le niveau bien testé et fonctionnel, on peut enfin commencer à bien le garnir visuellement parlant pour lui donner une forme plus finale. À cette cinquième étape, on commence à travailler la lumière. On place des sources, on ajoute les HDRI, on définit l'intention derrière la lumière. Vous comprendrez que cette étape-là ne peut pas vraiment être faite avant ce stade-ci. Ça ne sert à rien de placer des lumières si on est encore en train de déplacer la structure du niveau elle-même. Ensuite, ou parallèlement, on peut commencer à travailler l'art environnemental. Jusqu'à présent, notre niveau il est assez laid et rudimentaire, c'est normal. Du gris, des cubes, des formes géométriques de base, etc. Là, maintenant, on peut remplacer tout ça par le visuel réel. On utilise des logiciels de modélisation 3D pour créer nos ressources, nos assets, selon les proportions établies.
Puis on les importe dans notre moteur de jeu afin de créer notre niveau. On travaille les matériaux, les détails, la narration environnementale, bref, tout ce qui manque pour rendre votre niveau esthétique et intéressant à visiter. Une fois le niveau beau et fonctionnel, il ne nous reste qu'à effectuer le polissage final. Ici, on effectue juste les derniers réglages, les corrections de détails et l'ajout de petits éléments qui peuvent contribuer à la narration environnementale, mais qui ne sont pas nécessairement essentiels. À cette étape-ci, on ne devrait pas avoir à changer la structure du niveau. Si c'est votre cas, vous avez un méchant problème, parce que ça signifie que beaucoup de travail va être à refaire. Normalement, ici, on ne fait que la finalisation. Lorsqu'on planifie un niveau, surtout lorsqu'on ne travaille pas seul, mais plutôt avec une équipe de production, c'est important d'utiliser un langage qui est clair, constant et précis. Dans les divers documents que vous vous retrouverez à produire, vous aurez fort probablement utilisé des verbes d'action pour définir les actions réalisées par votre joueur. Ces verbes, aussi simples puissent-ils paraître, vont permettre à l'ensemble de votre équipe de comprendre votre intention précise. En plus, puisque plusieurs des actions potentielles du joueur sont, entre guillemets, standards, dans le sens qu'on les retrouve dans beaucoup de jeux, elles peuvent même parfois avoir des blocs de programmation déjà faits à l'intérieur des moteurs de jeu, comme c'est le cas notamment avec Unreal Engine. Les verbes que je vais mentionner ici sont proposés par Jessica Plowman, employée chez Epic dans le guide Level Design Fundamentals de la communauté d'Unreal Engine. Ce sont donc des verbes qu'on retrouve un peu partout. Les verbes sont les suivants: marcher, ou en anglais walk, courir, run, sauter, jump, glisser, slide, s'accroupir, crouch, tirer, shoot, frapper, melee, récupérer, pick up, et finalement utiliser, use. On s'entend pour dire que ce sont des verbes très simples et que si vous avez déjà joué à un jeu vidéo dans le passé, vous avez certainement déjà vu ou entendu ces verbes-là. Ce sont des actions qui sont très communes dans les jeux. D'ailleurs, pour reprendre l'exemple du moteur Unreal Engine, vous retrouverez des blocs de code, des nodes, déjà existants pour plusieurs de ces actions. Et en plus, vous allez aussi retrouver des touches déjà conçues, déjà prêtes pour ces actions-là dans l'éditeur de touches. Lors de l'énumération des étapes de construction d'un niveau, j'ai brièvement mentionné une étape nommée le blocage. Concentrons-nous un peu sur cette étape, parce qu'il s'agit d'une étape assez importante lors de la création d'un niveau. Le blocage, aussi connu sous le nom en anglais de blockout, c'est l'étape dans laquelle la mise en place initiale du niveau est réalisée. Lorsqu'on fait le blocage, on crée, sommairement, sans trop de détails, le niveau imaginé dans son entièreté, à l'aide d'éléments de base comme des formes ou des ressources low poly. Bien souvent, lors du blocage, le visuel est complètement gris, parce que les textures et matériaux ne sont pas conçus à cette étape-ci. Aussi, lors du blocage, on va généralement inclure les éléments interactifs, comme les portes, les plateformes, zones d'escalade, etc. Le but, c'est de pouvoir tester la jouabilité, le gameplay du niveau. Pourquoi est-ce qu'on fait un blocage plutôt que placer directement notre art environnemental? Eh bien, l'objectif du blocage, c'est d'être flexible, de permettre de faire des changements rapides et facilement. En limitant la quantité de production visuelle qui doivent être réalisées pour le blocage, on limite le travail potentiellement inutile qui est à réaliser par les artistes 3D, par exemple. Donc, l'idée du blocage, c'est de pouvoir tester le niveau et le modifier selon vos conclusions. Ce à quoi on s'attarde principalement lors du blocage, c'est la masse des objets, c'est-à-dire si ce sont des objets lourds, épais, minces ou légers, l'échelle des objets, donc leur taille, et les méthodes pour assurer l'orientation du joueur dans votre niveau. Les points de repère, les landmarks, l'espace positif et négatif, etc. Bref, on définit la nature de l'environnement du niveau. On définit comment le joueur interagit avec le niveau. Je retourne encore à mon exemple d'Unreal Engine pour un moment, histoire de donner des exemples d'outils qui peuvent être utilisés pour faire ce fameux blocage. Notez qu'il y a des outils similaires dans à peu près tous les moteurs de jeu, mais j'utilise ici Unreal parce que c'est le logiciel que j'enseigne. La nature du blocage varie de projet en projet. Ce sont juste des exemples que je vais vous donner, mais vous disposez quand même d'une grande panoplie d'outils pouvant être utilisés à cet effet. Pour faire votre blocage, vous pouvez utiliser, bien sûr, des formes primitives comme des cubes, des ellipses, des pyramides. Vous pouvez aussi utiliser des outils de base de modélisation pour faire des formes un peu plus personnalisées, en intention de ne pas trop perdre de temps à aller dans le détail inutilement. Vous pouvez plus simplement importer des ressources modulaires téléchargeables en ligne. Il existe toutes sortes de packs de contenu utilisables pour ce genre de réalisation que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez aussi utiliser des outils de sculpture, surtout pour les éléments qui sont plus organiques, comme le terrain par exemple. Et aussi, vous pouvez utiliser des outils de courbe, ou ce qu'on appelle en anglais des splines, qui sont facilement modifiables. Ce sont des exemples d'outils que vous pouvez utiliser, mais rappelez-vous, le but,
c'est de faire un environnement simple, mais qui va bien représenter la jouabilité de votre environnement lorsque le niveau sera terminé. Parlons maintenant ensemble de la hauteur et de l'échelle de grandeur. Lorsqu'on élabore un niveau, c'est important de prendre en considération la verticalité du niveau. Que votre jeu soit 2D ou 3D, l'axe vertical est beaucoup trop facile à négliger, alors qu'il joue un rôle très important dans la jouabilité de votre niveau. Imaginez un jeu comme Mario Bros, pas de verticalité, juste une longue ligne droite avec des tortues. Ouais, c'est un peu plate. En jeu vidéo, la hauteur c'est un outil qui est puissant et qui peut même susciter différentes émotions chez le joueur. Dans un jeu de zombies, par exemple, la hauteur peut susciter un sentiment de sécurité, de protection, un sentiment de je suis hors de portée du danger. Dans un jeu de tir, autre exemple, la présence d'éléments qui sont à une hauteur plus grande que celle du joueur peut, à l'inverse, créer un sentiment d'anxiété, de danger. Le joueur, dans cette situation, est exposé à des tirs qui peuvent provenir de plusieurs directions, pas juste d'en avant. En tant que designer de niveau, c'est important pour nous de réfléchir au niveau, pas juste sur un plan, mais également en termes de verticalité. Quel rôle joue la hauteur dans notre jeu? Doit-on craindre la hauteur? Doit-on l'utiliser pour naviguer, pour se battre, pour escalader? C'est à vous de voir. L'échelle de grandeur, elle aussi, joue un rôle important dans l'expérience que le joueur aura dans votre niveau. L'échelle de grandeur, il y a un impact direct sur la perception qu'a le joueur. D'abord, elle contribue bien sûr à établir le réalisme du niveau. Si vous faites un jeu en visant un certain niveau de réalisme, on peut s'attendre à ce que les objets aient une taille proportionnelle à leur équivalent dans le monde réel. En moins d'être l'effet voulu, concevoir un monde qui ne respecte pas un certain niveau de proportion par rapport à son environnement peut très rapidement briser l'immersion du joueur. Imaginez rentrer dans une pièce et avoir une chaise qui fait 4 fois votre taille, ça n'a aucun sens. De plus, l'échelle de grandeur a un impact sur la perception du joueur vis-à-vis de l'interactivité du niveau. C'est un effet qui peut être très subtil, mais qui est pourtant bien réel. En regardant un objet ou une structure dans un jeu, vous savez généralement assez rapidement s'il s'agit d'un objet derrière lequel on peut se cacher ou d'un objet qu'on peut escalader, par exemple. Dans un jeu de tir à la troisième personne comme Uncharted, Last of Us ou Gears of War, vous remarquerez que les murs et barrières qui peuvent servir de point de couverture pour le joueur sont d'une taille assez standardisée dans l'ensemble du jeu. C'est normal. Le but, c'est que le joueur puisse, grâce à cette échelle de grandeur uniforme, savoir intuitivement quel objet peut être utilisé pour se mettre à couvert et quel objet ne peut pas l'être. La même chose est vraie des objets pouvant être escaladés. Rapidement, lorsqu'on joue un jeu pour la première fois, on définit et mémorise intuitivement la hauteur à laquelle peut sauter notre personnage. Avec cette information-là, c'est facile pour le joueur de savoir quelle paroi, quel mur ou quel obstacle peut être franchi, sans avoir à le mesurer ou à se fier à un pop-up d'action. Encore une fois, c'est grâce à l'échelle de grandeur qu'on est capable de reconnaître rapidement ces interactions-là. Lorsqu'on construit un niveau, c'est important de définir dès le départ notre échelle de grandeur. De cette façon, c'est plus difficile de se tromper et de construire un niveau aux proportions étranges. Il y a plusieurs façons de travailler pour conserver cette échelle de grandeur-là. La plupart des logiciels de modélisation 3D, ainsi que les moteurs de jeu comme Unreal Engine et Unity par exemple, offrent des grilles ou des outils qui permettent de mesurer les objets. Prenez garde par contre aux unités de mesure. Certains logiciels établissent leur base en centimètres alors que d'autres c'est en millimètres ou encore en mètres. Alternativement, pour les personnes qui sont peut-être un peu plus visuelles, une technique qui peut être assez pratique pour assurer les bonnes proportions, c'est de placer dans la scène un cube d'une taille approximative du joueur, soit environ 1,75 m de hauteur. Le cube peut ainsi servir de référence visuelle rapide pour assurer les bonnes mesures. Vous cherchez à modéliser par exemple un cadre de porte, votre cube taille humaine va vous servir de repère visuel à cet effet. Normalement, l'humain moyen devrait pouvoir franchir un cadre de porte normal, sauf si c'est un cadre de porte de Hobbit, bien sûr. Bon, c'est important de noter que cette méthode-là n'est pas très précise, on s'entend. Je vous recommande donc, si vous choisissez de l'utiliser, de valider par la suite les tailles de vos modèles et d'objets à l'aide des outils de mesure un peu plus précis. Avant de nous quitter pour la fin de cette capsule, je tenais à vous donner 2 petites astuces pour améliorer la réalisation de vos niveaux. Premièrement, lorsque vous construisez votre niveau lors du blocage, essayez de vous imaginer dans ce monde virtuel-là, comme si le monde était habitable et habité. Visualisez le monde tel qu'il serait utilisé dans la vraie vie. Si vous étiez un citoyen de ce niveau, que serait-il logique pour vous d'y retrouver? Le joueur risque d'avoir les mêmes genres d'images préconçues dans sa tête. C'est donc pertinent de les considérer lorsqu'on crée l'espace de jouabilité de notre niveau. Deuxième et dernier conseil, lorsque vous construisez votre niveau, posez-vous la question, quelles émotions est-ce que je souhaite susciter chez le joueur? Un jeu vidéo, c'est une expérience émotionnelle, qu'on le veuille ou non. L'émotion, c'est pas toujours de la joie ou de la tristesse, parfois c'est de la peur, de l'anxiété, de la satisfaction, de l'intrigue, bref, il y en a beaucoup.
En tant que designer, c'est notre rôle d'essayer d'axer la jouabilité de notre niveau pour susciter certaines de ces émotions-là. Et la réponse à la question quelles émotions est-ce que je souhaite susciter chez le joueur va vous permettre de déterminer, notamment, le positionnement des éléments dans votre niveau. On peut, par exemple, placer des zones refuge à certains endroits pour créer une accalmie après une longue séquence anxiogène. Je pense notamment aux jeux Resident Evil qui font ça avec leurs pièces de sauvegarde. On peut, à l'aide d'un espace restreint, d'un espace positif, créer un effet de tension ou de peur, parce qu'on ne sait pas ce qui peut surgir derrière chaque coin, chaque obstacle. On peut aussi, à l'aide d'un espace vaste, un espace négatif, créer un sentiment d'écrasement ou même un sentiment de liberté. Bref, vous êtes aux commandes de l'expérience émotionnelle souhaitée dans le jeu. Soyez créatif. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette capsule sur la construction d'un niveau. Pour plus d'informations, je vous invite à aller consulter les sources que j'ai utilisées pour écrire cette capsule. Voici donc mes sources. Le livre Practical Game Design Second Edition par Adam Kramarczewski et Ennio Denucci, publié en 2023 et disponible en ligne via la BANQ. L'article Level Design 101, The Language of Location Development, écrit par War Robots Universe et publié en 2023 sur le site medium.com. L'article 10 Principles of Good Level Design, écrit par Dan Taylor et publié en 2013 sur le site gamedeveloper.com. L'article Level Design Fundamentals, écrit par Jessica Plowman et publié en 2023 sur le site dev.epicgames.com. Et pour finir, le livre en ligne The Level Design Book, écrit collaborativement par Andrew Yoder et d'autres auteurs non nommés, publié en 2022. Donc voilà, merci d'avoir écouté, à la prochaine!